Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un économiste, Philippe Murer, qui est donc un ancien trader aussi, spécialiste de l'économie, de l'environnement et de l'énergie. On va parler de tous ces sujets qui nous touchent tous, puisque ça touche à notre portefeuille, ça touche aux conséquences de notre vie. Philippe Murer, bonjour. Bonjour Xavier Azadler. Donc vous êtes économiste, un ancien trader, spécialiste économique, environnemental et énergie. On va parler un peu de tous ces sujets qui soucient les Français aujourd'hui, à commencer par cette crise énergétique dont on parle. On a eu une crise énergétique en 73, une autre en 79 qui a donné lieu à la chasse au gaspillage. Ça m'intéresse, moi, aujourd'hui, de savoir qu'est-ce que c'est que cette crise énergétique et essayer d'expliquer avec des mots simples pour nos lecteurs, pour nos auditeurs, pas qu'ils ne soient pas capables de comprendre, mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être de comprendre ces causes, les sources et les origines avant de parler des conséquences. Alors, c'est intéressant de parler de la crise de 73 ou de 78 avec les deux chocs pétroliers des années 70, mais là, c'est pas la même chose parce qu'à l'époque, c'était juste une hausse des prix du pétrole qui était décidée par les pays producteurs de pétrole et l'OPEP, qui en avait marre de vendre son pétrole à des prix extrêmement bas. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de différent. Ça vient des sanctions qui ont été prises contre la Russie par l'Union européenne, qui a décidé de faire un embargo sur le charbon, sur le pétrole plus ou moins complet, et sur le gaz. Et finalement, Poutine a devancé les Européens sur le gaz. Donc c'est une volonté des Européens de se passer de un tiers de leur approvisionnement en énergie. Et là, c'est du jamais vu, la première fois dans l'histoire. Et on peut dire, et on va le voir ensemble, que c'est un suicide économique européen. C'est quand même quelque chose d'incroyable et d'irresponsable de faire ça. Alors, il y a deux types d'énergie qui sont touchés. Il y a le pétrole et le charbon, puisqu'on en importe beaucoup de Russie, à peu près 30% pour chaque produit. Mais le pétrole et le charbon sont facilement transportables, assez facilement transportables. Il y a des pétroliers sur toute la planète. Donc, on a réussi à redistribuer les prix. Mais cependant, nos sanctions, qu'on devrait appeler des autosanctions, ont fait augmenter le prix du pétrole de 50% dans le monde entier et ont fait doubler le prix du charbon dans le monde entier. Sur le gaz, c'est un autre problème. Parce que le gaz, c'est un gaz, donc ça prend beaucoup de volume, c'est très difficile à transporter. On le transporte soit par des pipelines, ceux qu'on avait avec la Russie fournissaient 40% de l'Europe en gaz. Ou alors, on peut le faire avec des bateaux qui transportent du gaz liquéfié et des terminaux. Des méthaniers, quoi, donc. Des méthaniers. Mais ces bateaux, en fait, ou ces pipelines, il faut 5 ans pour les construire. Donc, en fait, pendant 5 ans, on va manquer de gaz en Europe, puisqu'on n'arrive pas à récupérer autant de gaz qu'il nous faut, de substituer au gaz russe du gaz de l'étranger. Il va nous falloir 3 à 5 ans pour y arriver. Et alors, c'est là où on arrive sur la crise énergétique. Et avant de parler, on va dire, de la crise énergétique, en France, il y a un homme politique connu qui a dit on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et on avait des centrales nucléaires. Et on avait donc, dans les années 70, conçu un plan, on va dire, qui allait pour l'indépendance énergétique. Ce plan a vécu ces années glorieuses de 50 ans. Aujourd'hui, lors de la première mandature de Emmanuel Macron, il avait fermé une centrale comme Fessenheim. Donc, est-ce qu'on s'est pas tiré une balle dans le pied Tout à fait, Xavier, vous avez raison. En fait, on avait Pompidou, quand il y a eu la première crise énergétique, Pompidou a demandé aux Français, et les Français lui ont fait confiance, ça c'est très important. Il a dit, je veux qu'on fasse des économies d'énergie, mais de l'autre côté, et il y en avait beaucoup à faire, et de l'autre côté, on lance un plan de centrale nucléaire. Pour l'autonomie, donc chasse au gaspillage et autonomie. Et autonomie. En 20 ans, en fait, vous vous rendez compte, grâce à l'État stratège, grâce à une vraie volonté gaulliste et une volonté politique, on arrive à construire, à remplacer toutes nos centrales charbon, fuel, qui produisaient de l'électricité par des centrales nucléaires. On a une énergie quasiment décarbonée et produite sur le sol français. Donc, un succès extraordinaire que nos hommes politiques d'aujourd'hui ne savent pas faire parce qu'ils font de la communication, ils font pas des choses réelles. Ils ne savent pas travailler dans le concret. Donc, il n'y a pas d'infrastructure de long terme, il n'y a pas de vision. Ça manque de vision. Ils savent pas faire. Et à l'inverse même, parce que je rebondis sur la première partie de la question, sur le nucléaire, en fait, c'est pas aujourd'hui que la production nucléaire baisse. Ça fait depuis 2005, j'ai regardé les chiffres, depuis 2005, la production nucléaire avait déjà baissé de 30% avant l'accident de cette année. Donc on a une décroissance lente. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas entretenir les centrales, parce qu'on ne fait pas de plan à long terme, qu'on s'intéresse aux financiers, aux virtuels, et qu'on donne pas de l'argent à EDF. Au contraire, on lui ponctionne de l'argent, ce qui fait qu'il n'arrive plus à entretenir assez bien ses centrales.
ce plan énergétique qui avait été conçu pour nous rendre autonomes, aujourd'hui, donc, on va payer le prix, puisqu'on doit le payer non seulement à la pompe avec l'augmentation du prix du baril, on l'a vu en 2017 avec la crise des Gilets jaunes, on l'a vu récemment avec l'augmentation et l'envolée des prix, qui a fait que les pétroliers ont même réduit leurs marges, le gouvernement a dû donner des incitations. Qui ne sont pas malheureusement suffisantes, puisqu'aujourd'hui, on arrive à avoir des entreprises qui paient une facture électrique de 3, voire 4 fois, et un président qui dit aux entreprises ne renégociez pas ou n'acceptez pas tous les contrats de renégociation. Donc, quelque part, on a un État hyper interventionniste qui n'a pas fait une planification et on se retrouve avec quand même un problème. Donc, quel est le problème exactement de cette crise énergétique ? Alors, le problème, et je vais répondre à tous les champs de cette question. Le problème de notre crise énergétique, c'est le gaz. 20% de l'énergie en Europe, 20% de l'électricité en Europe. Comme 40% du gaz est russe, on va manquer au maximum de 8% de toute l'énergie européenne et 8% de l'électricité européenne. Et on ne peut pas substituer à ça du gaz, du pétrole et du charbon. Les centrales au gaz, elles ne vont pas tourner avec du charbon ni avec du pétrole, par exemple. Donc, on va avoir un manque une énergie très chère, puisqu'elle sera rare, et on aura même des pénuries d'énergie en Europe et d'électricité. Et en France, pour reprendre ce qu'on disait sur le nucléaire, la moitié des centrales nucléaires sont fermées aujourd'hui, par manque d'entretien, et puis un petit manque de chance pour une partie, mais surtout le manque d'entretien. On peut faire l'hypothèse que, allez, on va en ouvrir la moitié de cette moitié, donc 3/4 des centrales seront ouvertes. Donc, beaucoup moins de centrales que d'habitude. Donc, d'habitude, en hiver, on importe de l'électricité en France. On importe un peu d'électricité depuis qu'on en a fermé quelques-unes. Mais là, on va importer énormément d'électricité. Le problème, c'est que comme nos voisins européens n'ont plus d'électricité parce qu'ils n'ont pas assez de gaz, eh bien, la France ne pourra pas importer d'électricité. Donc, j'ai refait tous les calculs à partir des productions électriques et de la consommation électrique passée. Il est pratiquement certain qu'on aura des pénuries d'électricité longues, peut-être sur plusieurs jours en France, qui seront peut-être tournantes, mais on va avoir un grave problème cet hiver, c'est absolument certain, quoi, malheureusement. Donc on aura à la fois une énergie chère et des pénuries. Et alors, il y a une autre chose, c'est que l'Union européenne nous a imposé, bon, déjà de détricoter EDF, ce qui donne le problème des centrales nucléaires, mais nous a imposé aussi le marché européen de l'électricité. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que c'est d'une complexité bureaucratique absolument inouïe pour créer un marché. En fait, ce marché européen de l'électricité accélère de façon folle la hausse des prix qu'on avait déjà. Au lieu d'avoir des prix, par exemple, de l'électricité qui auraient dû augmenter de 20%, ils vont faire x2 à x6 chez les entreprises, parce qu'il y a des fournisseurs privés, parce qu'il y a des contrats différents, et même parce que les tarifs d'échange au niveau européen sont livrés à des instruments de spéculation et à des spéculateurs. Voilà pourquoi, en fait, on est dans cette crise, avec une crise de cette ampleur, puisqu'il y a des gens qui ont des contrats avec EDF qui sont plutôt bien servis, et tous ceux qu'on a encouragés à aller vers la concurrence privée, qui ne produit rien d'ailleurs, eh bien, eux peuvent avoir des prix qui font x2 à x10 pour certains fournisseurs. Juste pour revenir sur cette histoire du gaz, il me semble qu'en France, on a interdit l'exploration des gaz de schiste, alors qu'aux États-Unis, on l'a autorisé. Est-ce qu'on ne s'est pas tiré une autre balle dans le pied en faisant cette interdiction ? D'une certaine manière, oui. Alors, faire du gaz de schiste comme les Américains, c'est-à-dire en fracturant la roche avec des produits, de l'eau sous pression et des produits cancérigènes qui polluent les nappes phréatiques, je pense qu'on est d'accord que c'est logique qu'on l'ait interdit. Par contre, on aurait dû permettre la recherche de production de gaz de schiste par d'autres moyens qui sont non polluants. Parce qu'on sait que la nappe phréatique est en partie polluée aux États-Unis par ça. Donc, effectivement. Mais en fait, c'est une vision plus globale qui est ratée au niveau de l'écologie. C'est-à-dire qu'au niveau de l'écologie, ce qu'il faudrait faire, c'est faire des grands plans pour passer à des énergies propres, qui sont essentiellement du nucléaire et pourquoi pas du solaire et de l'éolien. Augmenter fortement nos capacités pour se passer de pétrole, de gaz et de charbon. C'est ce que j'explique dans mon bouquin « Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant ». Et puis, en même temps, donc on prépare tout ça et on prépare la baisse de la production de pétrole. Or, on a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de préparer l'avenir avec toutes ces énergies nouvelles en masse, en fait, on a tué le futur en n'ayant pas aujourd'hui assez de pétrole, de charbon et de gaz. Parce qu'il y a un problème global de production et d'exploration de pétrole, c'est qu'en fait, on a incité la finance au niveau mondial, américain, européen et au niveau mondial, à ne plus financer la production de pétrole, de charbon et de gaz avant qu'on ait les nouvelles énergies. Donc on fait tout à l'envers.
Le rôle d'un gouvernement, c'est quand même de planifier, de prévoir, d'anticiper, de manière à ce que les Français sous-traitent à leur gouvernement toute cette planification à moyen terme. Donc vous nous dites qu'aujourd'hui, on a fait tout à l'envers et les Français vont en subir les conséquences. Quelles sont les conséquences directes? Moi, je pense à tous les gens qui ont acheté une voiture électrique parce qu'ils ont eu une incitation à acheter une voiture électrique. Ils vont plus pouvoir se déplacer? Bah oui, clairement, s'il y a des pénuries d'électricité cet hiver, eh bien, on va dire aux gens de moins tirer peut-être d'électricité sur la voiture électrique. Ils pourront pas recharger au moment où ils peuvent le recharger, où ils sont branchés sur une prise. Mais vous savez, Xavier, on l'a vu très vite, quand Macron dit « je veux plus de voitures électriques en 2018 et je ferme des capacités électriques, une centrale nucléaire comme Fessenheim qui fait 3% de la production électrique française », on voit qu'on est dans des plans qui n'ont aucun sens. D'un côté, on fait augmenter la demande, la consommation, de l'autre côté, on baisse la production. Donc on est chez des gens qui ne savent plus planifier et c'est catastrophique. Donc on se crée les conditions des complications. Exactement. Au travers de ces décisions. Exactement, exactement. Et on répète un vieux modèle où il y a une situation auquel on essaie de répondre par un problème politique, on prend une décision sans penser aux complications, et du coup, la solution qui est prise n'est pas opportune. Exactement. Mais il faut quand même voir que l'Union européenne pose beaucoup de problèmes, parce que, par exemple, EDF vend 20% de son électricité, 30% de tous ses coûts de revient. Vous êtes d'accord qu'il n'y a aucune entreprise qui peut survivre quand elle doit vendre 20% de sa production à ses concurrents à pas cher, en dessous de ses coûts de revient, donc en perdant de l'argent. Et c'est ce qu'a fait subir l'Union européenne par EDF. C'est Sarkozy qui avait mis en place l'Arenh sur demande de la Commission européenne. C'est juste un exemple. Mais le tout marché européen, qui est un tout marché bureaucratique, est en train de faire effectivement une catastrophe avec quelque chose que personne n'arrive plus à démêler. D'ailleurs, l'Espagne et le Portugal, pour montrer cet exemple-là, l'Espagne et le Portugal ont pu demander, parce qu'ils sont peu connectés à l'Europe au niveau électrique, ils ont obtenu une dérogation d'1 an du marché européen de l'énergie. Et bien, comme par hasard, ils ont trouvé des petites solutions nationales intelligentes et en fait, ils ont un prix de l'électricité 3 fois moins cher que dans tout le reste de l'Europe. Voilà, parce qu'on est agile quand on est au niveau national, quand il faut se réunir et décider à 27 et avec une commission européenne, c'est plus du tout la même chose. On n'a plus cette agilité et les solutions ne vont pas pour tout le monde. On a vu le gouvernement dire qu'on allait devoir faire des économies d'énergie, baisser le chauffage. On a vu un ministre de l'économie qui mettait un col roulé comme étant une solution à une crise qui est quand même un peu plus compliquée que tout ça. Quelles sont les vraies conséquences pour les Français auxquelles ça tombe? Donc j'ai entendu pénurie, rationnement. C'est pas très encourageant tout ça. Quelles sont les conséquences sur les coûts d'autres matières premières, des produits de première nécessité, par exemple? Alors déjà, les conséquences, c'est sur le prix de l'énergie qui va augmenter, même si pour le moment, la France, c'est l'État qui fait. Alors déjà, en France, les prix de l'énergie augmentent moins qu'en Europe, pour deux raisons. Parce qu'on a un approvisionnement qui est plus large et donc plus prudent. On importe très peu de gaz russe, par exemple. Et on a le nucléaire, en plus, qui ne dépend pas du prix du gaz russe. Ça, c'est la première chose. Et puis, parce que l'État a pris à son compte une partie de la hausse, en tout cas, la hausse des prix pour les ménages. L'État, les Français, en fait. On va dire, l'État, pour notre compte, prend... Voilà, les contribuables. Mais la facture française est beaucoup moins chère grâce à toutes les structures passées, comme le nucléaire et comme un approvisionnement intelligent et diversifié, très clairement. On peut chiffrer ça à peu près, ce bouclier, enfin, au secours disons que le coût de l'énergie en France devait augmenter que de 20%, quand en Allemagne, les prix devaient augmenter peut-être vraiment, les prix de l'électricité représentent la réalité. Alors qu'en France, si on n'avait pas le marché européen de l'électricité, la hausse de la facture de gaz, même un gaz très cher, etc., ça fait même pas 20% d'augmentation du prix de l'électricité. Alors qu'en Allemagne, c'est un doublement, un triplement qui est dans les prix de revient des gens, quoi. Donc, en consommation, ça coûte un peu plus cher aux Français, mais alors, pour les Britanniques, ça a été des doublements de factures, triplement des factures pour les ménages. Et là, ils sont en train de dépenser des dizaines de milliards d'euros pour mettre un bouclier tarifaire. Sauf que le bouclier tarifaire énergétique anglais, c'est 3 000 euros par ménage pour le gaz et l'électricité. Alors qu'en France, les prix sont beaucoup plus bas. Pareil en Allemagne. Donc ça va coûter combien à peu près par ménage Par ménage, généralement, la consommation d'énergie en France, c'est 1 mois et demi, 2 mois par ménage français du revenu moyen. Donc c'est pour ça que ça touche très fortement. On va avoir une augmentation d'à peu près 10%. En fait, 20% de l'électricité, 20% du reste, allez, autour de 20% en France. Mais beaucoup plus élevé dans les autres pays européens. Entre 500 et 1 000 euros d'augmentation, c'est un peu l'ordre de grandeur. C'est quelque chose comme ça. C'est l'ordre de grandeur qu'on a. L'État ayant pris à sa charge
une partie du problème. Il n'a pas pris le problème des entreprises. Donc les ménages, le particulier est touché par ça, mais va être touché dans son emploi, puisqu'on a des entreprises qui ferment, des entreprises énergivores françaises comme les verriers Arc, Duralex, des centaines d'emplois à chaque fois, Ascométal, le métal, des fonderies d'aluminium, de zinc. Il y a la moitié des fonderies européennes qui sont en train de fermer. Donc on a des vrais problèmes pour les entreprises. On a même des délocalisations d'entreprises vers les États-Unis. Et le Wall Street Journal en parlait hier, je crois, de ce mouvement de délocalisation, parce que l'énergie va être chère cet hiver. Macron dit il faut passer l'hiver. Il vient de dire ça aujourd'hui. Il faut passer l'hiver, mais les 4 à 5 hivers suivants. L'énergie va être chère pendant longtemps. Oui, parce que vous nous avez dit qu'on n'aura pas du gaz américain avant 4 ou 5 ans, puisqu'il faut conduire. On en a, mais on va l'avoir doucement, quoi. En fait, on va en avoir doucement parce qu'il faut le produire les bateaux, produire les terminaux méthaniers. Donc, ça va être très long à avoir cette substitution. On aura une énergie plus chère avec des délocalisations en Europe. Donc, ce dont il s'agit, c'est destruction de votre niveau de vie par les factures de chauffage, par les factures d'énergie globalement, mais destruction difficile de votre niveau de vie par la destruction des entreprises européennes et des entreprises françaises. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave, sans compter que la pénurie, c'est-à-dire des coupures, là c'est le chaos économique, parce que allons sur le concret. S'il n'y a pas d'électricité à un endroit, déjà il n'y aura plus de téléphone mobile. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. A priori, ils ne savent pas découpler le réseau mobile du réseau électrique par rapport aux autres productions. Donc, il n'y aura pas de téléphone mobile. Donc, les gens ne pourront pas travailler, ne pourront plus s'appeler. Plus de télétravail, on va dire déjà. Plus de télétravail. Ça veut dire pas d'Internet, donc pas de télétravail non plus. Pas de service Internet, nous en servons toujours. Donc, vous voyez, le chaos, pareil, toutes les industries alimentaires, les gens chez eux, ça veut dire que le congélateur va se décongeler, ils vont perdre des quantités de nourriture incroyables. Donc voilà, en fait, on voit certains effets, mais je pense qu'il y a des effets de bord et des effets par ricochet qui peuvent être franchement très, très embêtants de ces pénuries d'électricité. Vous avez écrit un livre sur comment réaliser la transition écologique. Est-ce que toute cette crise, un défi passionnant, donc ici on est en train de parler de beaucoup de problèmes, est-ce qu'il y a quand même des éléments positifs dans cette crise ? Aucun. C'est-à-dire que l'écologie, c'est pas retourner au Moyen-Âge. Parce que c'est ce qu'est en train de nous dire le gouvernement. Super, on va détruire de l'industrie, on va détruire votre consommation d'énergie, donc votre capacité de vous chauffer. Il y a même des hôpitaux qui sont à 15 degrés en ce moment et des écoles à 15 degrés. Et on vous dit, c'est un progrès. Non, c'est pas un progrès. L'écologie, c'est pas retourner au Moyen-Âge. C'est produire de l'énergie propre, ce que j'explique dans ce bouquin, en masse. J'ai fait mon premier bouquin dessus en 2013. Je disais qu'il fallait produire en masse de l'électricité nucléaire ou des énergies renouvelables, utiliser cette électricité et l'hydrogène pour se passer d'énergie fossile dont on allait manquer à l'avenir à cause d'un certain manque de ressources pétrolières. Donc c'est ça l'écologie. Et c'est avoir des produits durables, des produits réparables, et il y a des méthodes pour cela. Et donc, plutôt que de la pacotille chinoise ou de la pacotille, des produits pas chers et qui durent pas longtemps et qu'on jette, quoi. Voilà. Donc, on prend exactement le problème à l'envers. Donc, je ne vois cette sobriété et prétendue sobriété énergétique qui est écologique, non. C'est juste un retour, une forme de tiers-mondisation de l'économie française qui entraînera des problèmes écologiques. Une paupérisation de la population, puisque quelque part ça va coûter plus cher. Donc vous me dites que je vais devoir payer ma facture d'électricité 500 à 1000 euros de plus. Ça va me coûter plus cher pour me déplacer. Je vais peut-être ne plus pouvoir communiquer. Maintenant, il faut aussi que je mange. Donc quid du coût des aliments? Les coûts des aliments, c'est une des choses qui progresse le plus. Si je ne me trompe pas, en France, on est à plus de 10% par an, alors que l'inflation est à 6%. Il faut savoir que l'inflation dans les autres pays européens est plutôt autour de 10%, elle est plus élevée, et les prix alimentaires augmentent encore plus vite. En Hollande, on est à 17% d'inflation sur le prix moyen, et on est à plus de 20% sur l'alimentation. Donc c'est vrai que c'est extrêmement gênant, parce que les ménages, effectivement, qui sont les plus pauvres, les plus démunis, la facture énergétique coûte très cher, la facture alimentaire, c'est une grosse part, ça peut être 50%, 40-50% d'un budget du ménage. Entre ça et l'immobilier, il ne reste absolument plus rien, c'est eux qui vont être le plus touchés. Et alors, on a un dernier problème, on a le problème de la crise alimentaire qui vient, parce que comme le gaz est très très cher, hors de prix, le gaz a fait x15 en Europe, alors qu'il a fait que x2 aux États-Unis, parce que les États-Unis ne sont pas coupés du gaz russe comme nous. Le gaz a été multiplié par 15, qu'on n'avait jamais vu. Et donc, le prix des engrais est tellement élevé à la production en Europe, le prix de revient, qu'en fait, les producteurs d'engrais ferment une à une les usines en Europe, tout simplement. Le premier producteur a fermé 2/3 de ses capacités. Ce qui veut dire qu'on ne produit pratiquement plus d'engrais en Europe. On en a besoin pour avoir des rendements. Et en plus, on n'en importe plus de Russie, puisqu'on a décidé d'en importer le minimum de Russie, voire de faire un embargo. Donc, on va se retrouver avec un manque d'engrais. Qui dit manque d'engrais, manque de production agricole.
pour l'année prochaine, manque de production agricole, eh bien, augmentation des prix. Augmentation des prix, mais les gens auront faim aussi. Ou carence. Potentiellement, les gens auront faim. Ou alors, si c'est pas nous qui avons faim, c'est nous qui allons acheter de la nourriture au tiers-monde plus cher parce qu'on a plus de moyens, et c'est le pays du tiers-monde qui auront faim. Un dernier effet qu'on n'avait pas imaginé, il y a quelques jours, est sorti un problème sur les serres agricoles qui sont chauffées au gaz et qui elles-mêmes ne peuvent plus produire des légumes à des prix cohérents, logiques, où les gens iraient les acheter. Donc les serres agricoles sont aussi en train d'avoir des problèmes de faillite, et beaucoup de légumes qui sont produits dans ces serres. Donc vraiment, on a des gouvernements complètement irresponsables. Ils devraient se poser la question, parce que s'il y a une crise alimentaire, une crise de la faim, c'est extrêmement grave. Il faut prendre ce sujet à bras-le-corps et réfléchir comment on importe les engrais, très clairement. Donc, d'une crise sanitaire, on est passé à une crise énergétique. Là, on passe à une crise quasiment sociétale, puisque, en fait, on va dire la fin de l'abondance, la carence, une tiers mondialisation, vous parlez. Ce sont des conséquences qui sont graves, mais j'aimerais comprendre le rôle de l'État dans tout ça, parce que j'ai l'impression qu'on a un État qui est hyper interventionniste en France, on collecte énormément d'impôts. Donc, est-ce qu'on va avoir encore plus d'impôts pour pouvoir parer à ça? Puisque qui va payer la facture? En fait, ce qui se passe, si vous voulez, en France, c'est que pour éviter d'avoir une explosion des inégalités, comme il y en a une en Angleterre qui est extrêmement forte, ou aux États-Unis, où il y a énormément de sans-abri, les Français ont décidé, on va pas laisser les gens sans abri, donc on va donner le RSA, 500 € par mois pour vivre. Et en fait, face à l'appauvrissement global du pays, face au fait qu'il y a de moins en moins d'emplois, en fait, il y a moins d'emplois et des emplois très peu payés, comme les emplois ubérisés, eh bien, en fait, l'État français, pour éviter que l'économie s'effondre, a donné du pouvoir d'achat, pour éviter que les gens soient trop en colère, et on a déjà eu les gilets jaunes, a donné, en fait, conservé un filet de sécurité que les autres pays européens n'ont pas pris. Donc, c'est le vrai problème qu'on a, c'est qu'on a des hausses d'impôts, parce qu'en fait, il n'y a plus de richesse créée. C'est le problème, il est très clairement là. Donc plus d'énergie, plus de richesse créée, une population plus pauvre qui attend toujours plus du gouvernement. On a une spirale vraiment négative. Ouais, spirale très très négative. Hein. Et ils attendent du gouvernement en France, mais aussi en Angleterre. Hein, puisqu'en Angleterre, le coût du bouclier tarifaire, si je ne me trompe pas, c'est 100 milliards d'euros sur 2 ans sur l'énergie. Donc même maintenant dans les pays anglo-saxons, il y a un tel appauvrissement qu'il y a aussi ces boucliers qui sont mis en place. Donc on est vraiment très très mal. Ce qu'il faut, c'est recréer de la richesse, recréer de l'emploi, recréer de l'industrie, qui est la clé de la prospérité, très clairement. Le problème, c'est que pour recréer de l'industrie, il ne faut pas être dans un modèle de libre-échange, il ne faut pas être dans un modèle de mondialisation économique, il ne faut pas être dans un modèle de financiarisation qui prélève de l'argent à l'industrie au lieu d'en fournir. Voilà, on a tout faux sur le logiciel, très clairement, et c'est tout le problème qu'on a. Il faut repenser le système. On parle souvent de l'épargne des Français qui est investie en assurance vie pour ceux qui ont une épargne et qui ne représentent qu'un sous-ensemble de la population française. Il y a eu une loi, la loi Sapin 2, qui a donné des pouvoirs à l'État d'éviter que tous les Français puissent retirer cet argent pour éviter, on va dire, une chute du marché financier. On a vu la semaine dernière une grosse intervention en Grande-Bretagne et on est passé pas très loin de la catastrophe économique, on va dire même financière. Ce qui paraissait impensable il y a quelques années, tout d'un coup devient pensable. Donc, au-delà de cette crise énergétique, on a aussi une crise financière qui arrive devant nous? C'est logique, parce qu'en fait, si on a crise énergétique, crise économique et récession, inflation et récession, il y a une crise financière qui peut arriver devant nous. Et vous avez raison de dire que le premier tremblement de terre qu'on a eu, c'est ce problème sur les obligations d'État britanniques, qui normalement sont les choses les plus solides dans les marchés financiers, et ce problème des fonds de pension britanniques. Et d'ailleurs, qui était annoncé, comme vous le dites, par la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, elle disait, en fait, que l'État peut bloquer le retrait d'assurance vie, chose unique. En fait, avant, vous aviez toujours le droit de vendre votre assurance vie, parce qu'ils avaient peur, comme les taux d'intérêt étaient très bas, s'ils remontaient très fort, l'État avait peur qu'à ce moment-là, les gens se mettent à retirer en masse, par exemple, leur assurance vie. Ou si les taux d'intérêt baissaient trop et qu'il y avait un problème de crédibilité sur les assurances, qui gagnent plus beaucoup d'argent sur l'assurance vie, eh bien, dans ce cas-là, ça permettait de fermer le robinet et d'éviter aux assurances vie de faire faillite. Avec la contrepartie, c'est que l'épargne des Français est bloquée. Donc, c'est quelque chose de négatif, très clairement. En 2008, on a vu une banque, Lehman Brothers, je crois, qui a fait faillite. Il y a quelques jours, on a vu une banque suisse qui avait perdu 90% de sa valeur dans les 10 dernières années. 95. 95%. On parlait de Crédit Suisse. Oui, Crédit Suisse.
avec une potentielle intervention, on va dire, des banquiers suisses de plusieurs milliards. En France, on a un risque sur les banques? Il y a un risque partout sur les banques, hein, de toute manière mondiale. S'il y a un problème, une crise financière énorme, en fait, il peut y avoir un risque sur les banques. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Comment fait la croissance depuis 2008? Parce que depuis la crise financière de 2008, en fait, l'Occident a des vrais problèmes de croissance. Il n'y a plus de croissance de l'économie réelle parce qu'il n'y a plus de croissance de l'industrie, celle-ci partant en Asie. Il n'y a plus de prospérité en Europe et aux États-Unis. Et en fait, la prospérité, comme vous voyez, elle a été transférée en Asie qui recueille l'industrie. Donc pour faire face à ça et créer quand même un peu de richesse, on a créé de la richesse financière. On a mis les taux à 0% depuis 12 ans. Donc vous vous rendez compte, taux 0%, c'est formidable pour les spéculateurs, c'est formidable pour acheter un bien immobilier, ça fait monter les prix de l'immobilier, ça fait monter le prix des bourses, ça fait monter le prix des obligations d'État, ça fait monter le prix de tous les actifs. On a des bulles partout et des dettes partout puisque les dettes se font à 0%. Donc on a en fait en Occident un château de cartes qui peut s'effondrer s'il y a un coup de vent ou une erreur politique qui est faite. Comme pour Lehman Brothers. Lehman Brothers a fait s'effondrer le marché financier. Si Crédit Suisse s'effondrait, il y aura un effondrement des marchés financiers. Et on n'en est pas loin. Parce que Crédit Suisse, en fait, c'est une banque suisse qui a internationale, qui spécule beaucoup, qui prête de l'argent à des spéculateurs au point... et je vais vous donner un exemple. Ils ont prêté à Archegos, par exemple. C'est un milliardaire qui avait 4 milliards de fonds propres, 4 milliards d'argent à lui, qui a rajouté 16 milliards de dettes et qui a acheté des actions. Il y a une action qui a eu un problème en 2021, alors qu'il n'y avait pas de crise financière. Le fonds s'est effondré en quelques jours. Et Crédit Suisse a perdu 5 milliards. Vous voyez les risques que prennent les banques énormes, qui est dû au taux zéro, qui est dû à la spéculation qu'ils financent. Ce Crédit Suisse, aujourd'hui, en fait, il emprunte 3% au-dessus de l'État. Ce qui veut dire qu'en fait, si ça reste comme ça, la situation, en fait, la banque va faire faillite parce qu'elle aura des marges négatives quand elle reprêtera à ses clients. Donc, on est vraiment à un moment charnière pour Crédit Suisse. Si ça monte à 4%, 4, 5, 6, 7%, à ce moment-là, ça décolle et en fait, la banque sera par terre. La Suisse essaiera de la sauver, mais ça sera très coûteux pour elle. Et puis, ça pourrait faire comme Lehman Brothers avec un écheveau financier qui s'effondre, une confiance qui s'effondre. On a en Allemagne un peu la même chose, la première banque allemande, Deutsche Bank, qui emprunte 1,5% au-dessus de l'État et qui a des gros problèmes financiers et qui un jour risque de s'effondrer. Mais Philippe Burr, il me semblait qu'après la crise de 2008, on avait appris la leçon en mettant des ratios pour les banques pour vérifier leur stabilité avec BAL 1, BAL 2, vérifier la stabilité des banques. Ça a servi à rien, tout ça? Non, c'est des normes bureaucratiques qui ennuient tout le monde, qui ont été prises, mais qui sont des fausses normes. En fait, on a laissé les marchés financiers spéculer, et même pire. En fait, les banques centrales ont pris de l'argent public, donc elles créent de la monnaie avec leur planche à billets, et elles sont allées acheter des actifs dans les marchés financiers pour faire monter les marchés financiers et pour les empêcher même de s'effondrer à certains moments. On en est là, quoi. L'économie est tellement faible que les banques centrales, au lieu de créer des projets de centrales nucléaires, d'énergie nouvelle, d'hydrogène, elles vont mettre cet argent-là sur les marchés financiers et elles les font monter dans des bulles folles. Et maintenant, on a peur que les bulles s'écrasent. Parce qu'en plus, le marché des produits dérivés qui avait craqué en 2008, notamment sur l'immobilier, ce marché s'est encore développé. J'ai regardé les chiffres, les derniers chiffres. La BRI dit qu'il y a 800 000 milliards de produits dérivés. 800 000 milliards de dollars de produits dérivés dans le monde, dont une partie est pas risquée, mais peu risquée, mais il y a une partie qui est extrêmement risquée. Donc on a des montages financiers partout, de la spéculation et de la dette de partout, et qui n'est pas contrôlée. On a aussi les fonds de LBO, c'est les entreprises, en fait, des entreprises financières qui se montent, comme Blackstone, Apollo, et qui rachètent des entreprises par endettement. Donc elles mettent pour 20 milliards, par exemple, s'ils rachètent 20 millions d'euros d'actions, de cash, 80 millions d'euros de dette pour acheter une boîte de 100 millions. Donc elles surchargent les entreprises de dette. Donc tout ça, il y a un château de cartes. Et alors on a des choses folles. Revenons aux fonds de pension. Pour aller dans le détail, qu'est-ce que vous en pensez? Donc les fonds de pension britanniques, le problème qu'il y a eu, c'est que les taux, en fait, donc les taux étaient à 0%. Il faut voir que le marché des fonds de pension britanniques, il y a 3 800 milliards d'euros investis des retraites britanniques dans des fonds de pension. 35 000 milliards pour les États-Unis de dollars. Donc on a des sommes considérables. Parce qu'en France, vous payez sur votre salaire des cotisations à la sécurité sociale, et la sécurité sociale renvoie aux retraités
en fait, de l'argent. Là, c'est vous payez des cotisations, en fait, à un fonds de pension chaque mois. Répartition et capitalisation. Capitalisation. Et à la fin de votre vie, en fait, ces fonds de pension ont investi l'argent et vous rendent des intérêts ou des dividendes à ce moment-là. Le problème qu'ils ont, ces fonds de pension, puisqu'ils marchent, l'économie marche avec des taux à zéro depuis une dizaine d'années en Occident. Eh bien, ces fonds de pension, s'ils investissent 3 800 milliards de livres sterling à 0%, ils ont 0% à donner aux retraités. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces fonds de pension sont mis à prendre des risques dingues sur les marchés financiers pour trouver du rendement. Donc, je vais vous donner un exemple. Ils ont acheté des obligations britanniques de l'État, donc sans risque, à 0,5%. Ça rapporte rien. Donc, pour gagner 1% de plus, ils ont vendu des options sur les taux à côté de cela de façon équivalente. Et qu'est-ce qui se passe? Tant que les taux restent autour de 0 ou 1%, ils encaissent 2 fois plus d'argent, donc tout va bien. Si les taux commencent à monter, là, ils commencent à être à 0. Et si les taux explosent à 5 ou 10%, là, en fait, ils n'ont plus de revenus, les fonds de pension. C'est eux qui doivent des revenus. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que les taux d'intérêt britanniques, il faut voir qu'on a frisé la catastrophe financière au Royaume-Uni. Ils sont passés en 15 jours de 3% les taux d'État auxquels emprunte l'État à 4,5%. On n'a jamais vu ça. Normalement, c'est un mouvement qui se fait sur 2 ans. Là, ça s'est fait sur 2 semaines. Donc, dans une panique, du coup, les fonds de retraite de pension, en fait, ont reçu par leurs banquiers une obligation de donner des dizaines de milliards d'euros d'appel de marge, qu'on appelle d'appel de marge sur ces produits dérivés. Et ces dizaines de milliards d'euros, en fait, ils ont dû vendre, en fait, pour les avoir, comme ils n'avaient pas de cash, ils ont vendu des actifs sur les marchés. Et donc, ça faisait boule de neige, les taux montaient, les actifs baissaient, et il y a un fonds de pension qui a quand même appelé la Banque d'Angleterre à l'aide. C'est comme ça que la Banque d'Angleterre a dit, je vais vous sauver, en fait. Ce qu'on va faire pour vous sauver, c'est qu'on va acheter des obligations d'État britanniques pour que vous puissiez nous les céder et que tout se passe bien. Donc c'est comme ça que c'est revenu à peu près bien. Le problème, c'est que si jamais on continue à faire ça, c'est-à-dire que la Banque centrale crée de la monnaie pour acheter des obligations, ça crée de l'inflation. Or, le problème, c'est l'inflation et la hausse des taux. Donc, on est dans la quadrature du cercle. Et c'est un problème absolument majeur. On est vraiment sur le fil, sur la crête, près de l'abîme pour les économies occidentales, là-dessus. Parce que si la crise financière se déclenche, ça va accélérer l'effondrement économique qui va accélérer l'effondrement financier. Alors, de manière traditionnelle, les anglo-saxons ont toujours été un petit peu en avance de nos économies. Elles sont toujours un petit peu en retard. Donc, que peut-on anticiper pour l'économie française, pour les banques françaises, si on a une intervention massive de la Banque centrale française? Non, on n'a pas ces problèmes parce qu'en fait, en France, il y a quand même les restes de la réglementation intelligente qu'il y avait avant. Par exemple, Vous voyez, en France, par exemple, il y avait une hausse des prix importante, par exemple, à Paris et dans les grandes villes de province en 2008. Simplement, les emprunteurs n'ont pas le droit, en moyenne, de dépasser ces 35% de leur revenu. C'est-à-dire que quand on emprunte pour un achat immobilier, les banques n'ont pas le droit de vous prêter si ça représente plus que 35% de vos revenus en termes de remboursement chaque mois. Donc la réglementation, quelque part, a du bon parce qu'elle nous protège. Elle a empêché la crise, très clairement. Alors qu'aux États-Unis, vous pouviez avoir des gens qui étaient à 70, 50, 60, 70, 80%. Donc, évidemment, quand il y a un problème, ils ont été obligés de vendre, d'abandonner leur maison. Elle a été vendue aux enchères, parfois à des prix quasiment nuls dans des villes comme Detroit. Donc, on n'a pas tout faux quand même en France. Il n'y a pas tout faux. Il faut une réglementation, mais une réglementation intelligente. Le problème qu'on a, c'est que là, aujourd'hui, la réglementation n'est pas forcément intelligente en France, mais en plus, elle vient très souvent de l'Union européenne. Le producteur de normes et de normes très complexes, c'est l'Union européenne. Et en fait, ces normes ne vont pas... Et on n'a plus ces normes intelligentes. Les normes intelligentes françaises sont en train d'être remplacées par les normes européennes, malheureusement. Voilà, donc on ne va pas avoir de solution comme ça. Et le problème, c'est que crise financière, crise économique, crise alimentaire, crise énergétique, en fait, on va vers une crise politique. Moi, c'est l'impression que j'ai, parce que les gens ne vont pas accepter d'être maltraités, de voir une destruction de leur entreprise pour ceux qui ont monté des entreprises avec des années d'efforts pour cela. Tout ça parce que l'État a pris des sanctions contre la Russie, le marché européen de l'énergie, que les prix s'enflamment de leurs factures d'énergie. Les gens, les entrepreneurs vont pas l'accepter. Les Français vont pas accepter de perdre leur job à cause de ça. Les ménages vont pas accepter de voir une explosion de des prix et donc une destruction de leur niveau de vie. Le problème, c'est que, en fait, il faut absolument changer tout ça. Tout notre modèle économique est faux depuis 40 ans. Mais le problème, c'est que ce logiciel économique, c'est le logiciel économique qui est dans la tête de nos dirigeants.
Et nos dirigeants ne sont pas capables de changer. Quand je dis logiciel économique, reconnaissons même que ça va plus loin, puisqu'on a des dirigeants en France, mais aussi globalement dans l'Occident, qui n'arrivent plus à éduquer les gamins, qui n'arrivent plus à soigner les gens, à avoir un système de santé qui fonctionne, qui n'arrivent plus à enrayer parfois l'insécurité, l'ensauvagement de la société locale. On a vraiment un problème global et il y a tout à refonder en Occident, mais ça ne peut pas se faire avec les dirigeants et les politiques qu'on a aujourd'hui du système, parce que eux ont le vieux logiciel qu'ils n'arriveront jamais à adapter. On a vu récemment la rentrée parlementaire, puisque le Parlement est revenu au travail après une longue période de vacances. Un des premiers éléments donc qu'on va évoquer, c'est le budget, donc présenté par Bruno Le Maire et Gabriel Attal, avec certaines hypothèses qui sont d'ores et déjà jugées par des commissaires comme des hypothèses invraisemblables, avec un déficit de, je crois, 100 et quelques milliards. Est-ce qu'on nous dit la vérité ? De toute manière, je vais vous dire, tous les pays occidentaux et en France ont des budgets en déficit majeur. Tous les pays occidentaux ont vu l'explosion de leur dette publique. Non, ils ne disent pas la vérité. D'ailleurs, est-ce que vous savez, les États-Unis sont en récession depuis 6 mois, c'est-à-dire même depuis probablement 8 mois. Premier, deuxième trimestre sont en récession. Et le gouvernement Biden a dit non, c'est pas une récession parce qu'il n'y a pas eu de baisse de l'emploi. Non, c'est une récession parce qu'il y a une baisse de la production économique, tout simplement, selon les chiffres officiels. De la même manière, moi je vais vous dire, je doute des chiffres de croissance de 2021 où on nous a parlé de 7% de croissance. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, je trouve que les chiffres d'inflation, le déflateur du PIB, c'est un truc compliqué, retenu ne me paraît pas du tout cohérent avec le niveau d'inflation. Et deuxième chose, comment est-ce qu'on peut avoir 7% de croissance de l'économie quand l'augmentation de l'électricité consommée, c'est que 2%? Normalement, c'est équivalent. Donc j'ai l'impression qu'on nous ment, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bruno Le Maire ment, et Bruno Le Maire ment parce qu'on va être en récession. Là, on est en train de rentrer en récession, très clairement en France. Ce trimestre, le trimestre prochain, et l'hiver va être extrêmement violent. Moi, je pense probablement, si l'hiver n'est pas hyper doux et donc très facilitant au niveau de l'énergie, on risque d'avoir la pire récession depuis 1945. C'est vraiment une vraie possibilité. Quand on regarde dans les médias mainstream, on parle donc de moduler la température à 19 degrés, voire à 18 degrés. On a vu une ministre qui disait qu'elle allait fermer son ministère pendant 4 semaines ou quelques semaines pour voir vraiment l'impact. Est-ce que ces mesures, elles sont à la hauteur du challenge auquel on fait face? Non, elles ne sont pas sérieuses, parce qu'on va fermer les universités, fermer les ministères, on va arrêter la France, quoi. On va confiner la France comme on l'a confiné pour le Covid, pour la crise énergétique. Donc un confinement énergétique. Ça n'a aucun sens, quoi. Ça détruirait l'économie, ça détruirait les gens qui ont besoin de contact social, qui ont besoin de travailler, etc. Non, c'est pas sérieux du tout. C'est pas sérieux du tout. D'autant plus que Macron, nous, on ne devrait pas manquer de gaz, parce qu'on ne consomme que 10% de gaz russe, sauf qu'en fait, Macron est allé vendre est en train de vendre 10% du gaz français en moyenne annuelle, petit à petit aux Allemands. Je veux dire. Donc là, on n'est pas dans le sérieux. Donc les Français qui n'auraient pas dû avoir de problème de gaz vont avoir des problèmes de gaz parce qu'ils vont vendre du gaz aux Allemands, qui nous ont dit, on vous donnera peut-être de l'électricité si on en a assez. Vous voyez, on n'est vraiment pas dans le sérieux. Donc on a une solidarité vers l'extérieur, mais pas à l'inverse. Pas à l'inverse. Pas à l'inverse. Les Allemands ont dit non, on pourra sans doute pas fournir de l'électricité parce qu'on n'en aura pas assez pour nous. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on n'est vraiment pas dans le sérieux. Il fallait dans ce cas-là signer un pacte avec donnant. C'était le minimum qu'il fallait signer avec l'Allemagne. Mais si vous voulez, pareil pour EDF. Je veux dire, le gouvernement devrait dire EDF perd énormément d'argent en ce moment à cause de tout un tas de problèmes et notamment des centrales qui sont fermées et des concurrents à qui ils vendent. Parce que cette année, c'est 40% de la production d'EDF qui est vendue en dessous des prix de revient aux concurrents. Puisque la production a baissé, en fait, c'est une part très très importante. Donc EDF perd beaucoup d'argent. Ce qu'il faudrait faire, c'est sortir du marché européen de l'électricité, première chose, mais surtout donner de l'argent à EDF et leur dire, maintenant on travaille sur le long terme, vous entretenez à fond les centrales nucléaires, on fait le calendrier d'arrêt pour les travaux de visite décennale de façon intelligente, au lieu de faire n'importe quoi. Parce que, par exemple, la crise Covid, on a arrêté d'entretenir les centrales nucléaires. Macron, il a dit, non, il ne faut plus aller entretenir. Et maintenant, on paye cela. Donc, vous voyez, on fait absolument tout à l'envers. Donc, on fait tout à l'envers. On vend de l'énergie à nos étrangers, alors que, quelque part, on devrait essayer de se prémunir contre ces risques-là, puisque ça devrait être le rôle du gouvernement de protéger les Français.
Est-ce qu'on va vers en plus non seulement cette crise politique, mais une crise de l'Europe, on va dire, puisque quelque part, si jamais on commence à ne pas s'entendre sur ces accords-là, est-ce que ça peut faire sauter l'euro, ça peut faire sauter tout est possible. l'Europe? Tout est possible. L'euro peut sauter si la crise économique et financière devient trop grave, mais rien ne dit que ça sera le cas. Rien ne dit que les gouvernements ne feront pas tout pour pas le faire sauter. On rappelle par exemple qu'on a mis la Grèce à genoux en faisant baisser son PIB de 25% pour tenir la Grèce dans l'euro et pour tenir l'euro. On a fait baisser le PIB de l'Italie de 10% et l'Espagne aussi de 10% entre 2013 et 2015. Donc les gouvernements sont prêts à sacrifier l'économie européenne pour l'euro, donc rien ne dit que l'euro sautera. Bien sûr que les tensions vont augmenter. Moi, je suis pas de médium, je ne vois pas dans l'avenir. Pour le moment, les Européens, les gouvernements européens, en fait, veulent de plus en plus d'Europe. L'Europe a pris le pouvoir, vous le savez mieux que moi, sur la santé avec la crise Covid, en tout cas une partie du pouvoir. Sur l'énergie avec la crise de l'Ukraine, elle est en train de prendre, au contraire, de plus en plus de pouvoir, alors qu'il faudrait avoir de plus en plus de pouvoir pour les citoyens. Et donc je vois pas ce qui va la faire sauter pour l'instant. Et c'est pas le gouvernement italien qui a dit qu'il resterait dans l'Union européenne et dans l'euro quoi qu'il arrive qui va le faire sauter, quoi. Bien que certains rêveraient de cela, je pense qu'ils vont pas faire grand-chose, le gouvernement Meloni, à part réduire un peu l'immigration illégale. Ils vont rester dans l'Union européenne, ils vont continuer de la même manière. Donc on est vraiment dans une crise où on est immobile alors qu'il faudrait complètement changer de cadre, sortir de l'Union européenne, retrouver notre souveraineté, repenser complètement notre modèle économique, et on sait comment il faut faire. En France, on sait que le modèle colbertiste, gaulliste, avec une intervention de l'État d'un côté, une liberté très forte des entreprises de l'autre, sont compatibles, et c'est ça qui nous donne de l'allant, et c'est ça qui permettra de relancer la France. Pour le moment, la France coule. Elle va couler jusqu'à quand, d'après vous? C'est sans fond. C'est-à-dire, tant qu'on laisse ces gouvernements au pouvoir, tant qu'on laisse le système politique tel qu'il est, tant que les médias continuent maintenant à vendre la propagande officielle pour calmer la colère populaire, pour empêcher la colère populaire et pour soutenir à fond le gouvernement, on n'a jamais vu ça pendant la crise Covid, mais aussi maintenant, eh bien, rien ne changera et on s'enfoncera dans le gouffre. Et en fait, il n'y a qu'un sursaut des Français, une volonté du peuple français de refaire de la politique, de se repolitiser, de se poser la question comment changer les choses pour moi, mais aussi ma famille, mais aussi pour le collectif, que là, on pourra s'en sortir. Tant que les Français restent, moi, je ne m'occupe que de moi-même, que de ma famille, et je m'en fous de ce qui se passe ailleurs, le collectif sera détruit, on n'en prend pas soin, forcément. On n'en prend pas soin et chaque individu en est responsable. Quand on ne pense pas au collectif, qu'on pense qu'à soi, on ne prend pas soin du collectif, le collectif se détruit et ça finit par nous retomber sur notre figure, mais aussi sur la figure de tous les autres citoyens. Donc, quelque part, c'est une remise en cause de notre système de collecte et de répartition, puisque la répartition est mal effectuée aujourd'hui, d'après vous? Oui, la répartition est mal effectuée, mais ce qu'il faut, c'est pas payer des allocations, effectivement. Ce que demandent les gens, c'est de travailler. Là, il y a un chiffre qui est sorti hier sur la tribune, une étude de la DARES qui montre que 30% des gens qui sont au chômage ne réclament pas leur allocation chômage. C'est peut-être pas gigantesque, c'est peut-être des gens qui étaient à mi-temps, mais elles ne le réclament pas. Le vrai problème, c'est qu'il faut remettre la France au travail, mais en créant des emplois, avec un système qui crée des emplois, donc non financiarisé, non mondialisé, et on sait faire pour réguler cela, et de remettre les gens au travail, et de permettre, et aussi de favoriser les entreprises, d'un autre côté. C'est-à-dire les entreprises qui investissent, on leur donne des taux bonifiés. On fait en sorte que les taux d'intérêt soient plus bas pour elles que pour le spéculateur dans les marchés financiers, qui est plutôt nuisible au système, alors que l'entrepreneur et l'industriel est quelqu'un de très positif au système. Donc c'est un équilibre économique complexe, enfin pas complexe, non, mais qu'il faut retrouver et qui est basé là-dessus. On n'oppose pas les riches aux gens pauvres. On veut un modèle on n'oppose pas les entreprises aux salariés, on fait en sorte que tout fonctionne. Et il faut un minimum de régulation, parce que l'absence de régulation qu'on a eue a conduit à des désastres, à des inégalités qui ont explosé, et à un système qui ne fonctionne même pas, qui crée même plus de richesse pour personne, pratiquement. À part, en fait, maintenant, ce sont les milliardaires qui arrivent à gagner de l'argent. Ils ont fait x15 sur leur patrimoine entre 1995 et aujourd'hui, pendant que le patrimoine des Français évoluait très peu. Donc, on a tout à refonder en termes économiques. Et il faut mettre l'humain au centre, il faut repenser complètement notre façon de fonctionner. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, c'est plus compliqué. Philippe Muir, juste peut-être une note d'espoir quand même au travers de tout ça, parce que tout ce que vous nous dites est quand même assez noir. La note d'espoir, c'est que le peuple français se réveille. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient déjà réveillés avant la crise du Covid. Il y avait 20 ou 30% de Français.
notamment ceux qui veulent reprendre la souveraineté, parce que sans capacité de décider, de toute manière, la France ne pourra pas changer de cap. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés pendant la crise Covid parce qu'ils ont vu des choses, une gouvernance de l'État et une façon de traiter les gens qui était insupportable, absurde et inefficace. Donc tous ces gens nous ont rejoints. Maintenant, avec l'énergie, il y a d'autres gens qui nous rejoignent. Donc voilà, c'est si les citoyens se mettent en branle, se repolitisent, que quelque chose changera dans cette société. Sinon, on continuera à couler. Et surtout, ne pas penser qu'à soi, parce que le problème de base, en fait, de fond, c'est l'individualisme. Et j'incite tout le monde à aller lire un texte qui est formidable, qui explique pourquoi on est là, philosophiquement, qui s'appelle « Qu'est-ce que le libéralisme ?» de Frédéric Guillot. On trouve ce texte gratuitement sur Internet qui fait 5 pages et qui explique exactement tous les mécanismes qui, depuis la Renaissance, nous ont peu à peu entraînés où on est, quoi. Voilà. Donc c'est un texte formidable qui explique vraiment la logique philosophique de la crise de la société française, mais aussi occidentale. Eh bien, écoutez, Philippe Meur, merci beaucoup d'avoir fini sur une note d'espoir après cet exposé, on va dire, long sur la crise économique, la crise énergétique, les conséquences pour les Français. On a fait un petit détour par les marchés financiers, qui est sûrement trop complexe pour beaucoup de personnes, mais au moins, on a cette information qui démontre son degré de complexité et parfois son degré d'absurdité. Donc on rappelle, vous avez écrit donc 2 ouvrages, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, et un autre qui s'appelle Sortir du capitalisme du désastre. Donc vous nous avez peint un portrait du désastre en nous expliquant qu'il y a une voie en dehors de tout ça, au travers ce que vous appelez un souverainisme qui peut faire peur parfois, mais qui ne veut pas forcément dire manquer de cohésion et ne pas parler aux autres, puisque je vous ai entendu dire ça. En tout cas, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui pour cet entretien essentiel qui permet une analyse qu'on n'entend pas ailleurs, un moment de vérité quelque part, un entretien essentiel, comme on aime les appeler chez François. Et donc, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui, de soutenir François. On essaye constamment d'amener cette information loyale, de vous fournir peut-être une information qui ne fait pas plaisir, mais au moins qui vous donne les éléments pour que vous puissiez réfléchir et éventuellement reprendre votre pouvoir et votre destinée en main. En tout cas, merci beaucoup Philippe. Merci. Le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est que vu la propagande officielle qui est déversée sur les médias classiques, mainstream comme on dit, eh bien les médias privés comme vous sont absolument essentiels, les médias alternatifs, et il faut les soutenir parce que l'information, c'est la base de la démocratie, la base du débat démocratique. Écoutez, vous avez enlevé les mots de la bouche. Donc soutenez François si vous le voulez. Il y a quelqu'un qui vous le demande. Moi, je l'ai soutenu personnellement. Merci beaucoup et merci à tous de nous suivre et bonne journée.